Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Cocoon Doré. Qui sont les professionnels autour des parents? Quelles sont leurs spécialités? Quelles sont leurs compétences? Qui puis-je consulter pour ma problématique, ma douleur, mes symptômes? Vous souhaitez avoir les réponses? Alors profitez de votre écoute. Je suis Michèle Mattei, fondatrice de la structure Cocoon Doré, dont l'activité principale est d'accompagner, d'aider les parents et futurs parents. Monitrice de portage bébé et formatrice professionnelle concernant le portage bébé, mais aussi le deuil périnatal, le deuil de l'IVG, le suivi des parents issus d'un parcours PMA, entre autres. Je vous invite à découvrir toutes les prestations sur le site internet www.cocoondoré.fr. Vous pouvez également suivre les actualités de la structure Cocoon Doré sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn. Merci à vous et bonne écoute. Coucou Lisiane. Comment tu vas? Ça va très bien, je te remercie. Ouais. Attends, je suis très coincée. Je Détends-toi. dois faire semblant. Déjà, merci. Franchement, trop de bien. rien. Je suis trop contente de Moi pouvoir aussi. t'interviewer. Ça me fait plaisir. Donc, ton métier d'assistante maternelle. Ouais, Je vais déjà te laisser te présenter rapidement. ok. Et puis après, on va attaquer le métier. Tu vas tout nous dire sur les assistantes maternelles. Ok, alors je m'appelle Lisiane Barthez, j'ai 41 ans. Je les fais pas, Du tout. t'es gentille. J'ai pas toujours été assistante maternelle, j'ai fait plein de choses. À la base, j'étais dans l'immobilier. D'accord. Donc j'ai été longtemps agent immobilier, j'ai été assistante dentaire, orthodontiste, enfin j'ai fait plein de choses. Mais je suis vite revenue aux enfants parce que c'était ce qui me passionnait quand même le plus. D'accord. Et j'ai passé mon agrément il y a 15 ans et ça fait 15 ans que je suis assistante maternelle sur Wow. Auribeau. Ouais. D'accord. Et du coup, comment on fait pour être assistante maternelle? Comment ça se passe concrètement? Alors on fait une demande à la PMI de son secteur et en fait on passe un premier entretien avec une puéricultrice qui évalue un petit peu si on est apte et psychologiquement et le lieu d'accueil qu'on vient propose. chez Donc toi. il faut faire les aménagements en amont. Moi quand j'ai commencé il y a 15 ans, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, il faut commencer par faire les aménagements, avoir un lieu sécure. La puéricultrice vient, elle visite, elle pose des questions. Et ensuite, si elle valide notre dossier, on peut aller en formation. Et c'est 3 semaines de formation à temps complet. D'accord. Ok. Et la formation, ça se passe comment? Tu as des modules autour du bébé, de l'enfant? Oui, alors pour être honnête, je trouve qu'elle n'est pas complètement au point, la formation d'assistante maternelle. Je trouve qu'il manque encore pas mal de choses. Elle n'est pas complète, surtout au niveau de tout ce qui est calcul de salaire, parce qu'on est un peu livré à nous-mêmes là-dessus. Aujourd'hui, on a un logiciel qui s'appelle TopAsmat, mais qui est payant, que beaucoup utilisent. Mais si demain, il n'y a plus ce logiciel, il y a beaucoup d'assistantes maternelles qui ne savent pas faire les Pourquoi? C'est si calculs. compliqué que ça? Oui. Ah ouais? Ouais, c'est très compliqué. C'est des calculs mathématiques avec des lois différentes selon si on est en année complète, incomplète. Ah, ok. S'il faut retirer des jours, il faut suivre un calcul de la Cour de cassation. Si on doit rajouter des jours, ça dépend si c'est des heures supplémentaires, des heures complémentaires. Enfin, Waouh. c'est une législation qui est très précise, qui change en plus de temps en temps. Donc, il faut se tenir à jour. C'est assez compliqué. Je trouve que la formation en elle-même, elle n'est pas très claire là-dessus. Et quand elles sortent, elles ne savent pas faire les calculs. Donc, heureusement, on a cette application TopAsmat qui aide bien. Mais si demain, pour une raison ou pour une autre, il y a un couac avec l'application, C'est compliqué. ouais, Mais l'application, elle est récente? ouais, moi, ça n'existait pas quand j'ai commencé. Je dirais que ça fait peut-être une dizaine d'années que ça existe, mais c'est vraiment connu depuis 5-6 ans Mais peut-être. comment elle faisait avant, du coup? Et ben avant, on apprenait à faire les calculs nous-mêmes. Donc Wow. voilà, moi, je sais les faire. Du coup, je continue de les faire moi. D'accord. Mais j'ai beaucoup de collègues qui Ouais. sont un peu noyés dans cet amas de chiffres. Normalement, c'est les parents qui sont censés faire, mais D'accord. ils ont encore moins d'infos que nous. Ah ouais, moi, j'ai jamais fait. Pour Voilà. le grand, j'avais l'assistante maternelle, j'ai jamais fait de calcul. Voilà. Elle Et m'a donné son tarif, j'ai suivi. c'est ça. D'accord. Et en fait, si on demande aux parents, comme ils ne savent pas faire, ils font beaucoup d'erreurs, c'est n'importe quoi. On est obligé de modifier toutes les 2 Ouais. minutes. Donc moi, je fais les calculs tous les mois, je donne aux parents. Et des fois, ça arrive, il y a des petites erreurs parce qu'on n'est pas infaillible non plus. Mais on fait une petite correction. Et puis voilà. Mais l'avantage, c'est que quand il y a des bugs justement avec les logiciels et qu'elles ne savent pas faire, elles m'appellent. Du coup, tu as parlé de tarifs, on va partir directement Ouais. dessus. Vous sortez de formation, Ouais. donc vous avez fait donc, la visite, le logement, les aménagements, vous êtes Oui. accepté, vous avez des agréments. Oui. Donc 1, 2, 3, Généralement, au début, on est agréé pour 2 ou 3 maximum. 2, 3, mais Ouais. après tu peux aller jusqu'à combien d'agréments? 4 maxi? Oui.
Donc ça, on est bien d'accord, c'est au niveau des chambres, non? Il ne faut pas une chambre par enfant? Ça dépend de plusieurs choses. Ça ça dépend se si passe? toi, tu as des enfants à ton domicile. Par exemple, si tu as un enfant de moins de 3 ans, il est considéré comme te prenant un agrément. D'accord. Donc, si tu es agréé pour 3, mais que tu as un enfant de moins de 3 ans qui est avec toi à la maison, bah, tu peux accueillir que 2 enfants. Ok. Si, par exemple, tu vis dans un 2 pièces, que très petit, tu n'as pas beaucoup de place, tu n'as pas la place de mettre plusieurs lits parapluies, la puéricultrice, elle ne va pas te donner 4 agréments. D'accord. Donc, c'est elle qui évalue un peu selon Ton espace ce que toi, de tu lui vie. demandes aussi, parce qu'il y en a Oui. qui ont envie. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 2 agréments et au lieu de demander une extension pour un 3e, j'avais des enfants qui rentraient à l'école que je voulais garder en périscolaire. Donc, j'avais 2 agréments à temps complet et 2 agréments en périscolaire. Ah, tu peux avoir ça aussi. Voilà, ça dépend de tes demandes. J'ai des collègues qui n'ont pas envie, par exemple, d'avoir 4 agréments parce que 3, c'est suffisant. Ah ouais? Voilà, D'accord. elles veulent rester à 3, ça leur suffit et voilà, c'est bien pour elles. Donc, ça dépend, toi, de tes envies et 2, de ce qu'estime correct la puéricultrice. Donc 3 agréments égale 3 enfants. Oui. D'accord. Du coup, on parlait du tarif. Est-ce qu'il y a une base en fait? Quand les parents viennent te voir et te disent, ben voilà, on est intéressé pour avoir une assistante maternelle, est-ce que c'est toi qui définis ton tarif ou est-ce qu'il y a un tarif pour toutes? Je sais que non. On est relativement libre. Il y a un plafond de la CAF surtout qui nous est imposé que si on dépasse ce plafond journalier, je crois qu'aujourd'hui il y a quelque chose comme 42 € par jour. Si on déplace ce plafond-là, les parents perdent les remboursements de la CAF. D'accord. Donc, Ah oui. c'est pas possible pour eux. Donc, on est obligé de faire attention, nous, que notre tarif ne dépasse pas 42 € par jour. Alors, ça change chaque année, il augmente un petit peu chaque année en fonction du coût de la vie. Mais on doit faire surtout attention à ce plafond-là. C'est ça qui nous régule un peu. Et après, ça dépend aussi beaucoup des régions. Sur une fourchette, ici, dans le 06, vous êtes à quel tarif? C'est compliqué de te donner une fourchette parce que ça dépend aussi du nombre d'heures. Par exemple, quelqu'un qui va nous demander une garde sur 2 jours par semaine, on va prendre un tarif bien plus élevé que quelqu'un qui va nous demander une garde de 5 jours semaine. Plus il y a d'heures, plus on va baisser le tarif. Moins il y a d'heures, plus le tarif il va augmenter. Par exemple, sur quelqu'un qui va venir 5 jours semaine de 10 heures par jour, c'est énorme. On va être aux alentours, pour te donner une fourchette, aux alentours des 4 € à peu près, quelque chose comme ça. Oui. Ok. Un peu plus, un peu moins selon les assistantes maternelles. Par contre, si un enfant qui va être gardé 2 heures, on va plus être aux alentours des 5 €. Donc vous pouvez modifier vos tarifs en fonction des parents qui viennent vers vous. C'est surtout en fonction du nombre d'heures qu'on nous demande. Voilà. D'accord. Parce que nous, par exemple, quand on va garder un enfant 2 jours, ça nous bloque un agrément. D'accord. On l'a que 2 jours, mais Oui, derrière, je on a comprends. du mal à combler, à compenser. Donc, moins il y a d'heures, plus le tarif est élevé. Plus il y a d'heures, plus on baisse le tarif. D'accord. On est parti cash dans le Ouais, l'argent d'abord. c'est ça. Maintenant, on voit la suite. Du coup, ton métier alors, assistante maternelle, raconte-nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Alors, ça dépend de chacune parce qu'on le fait toutes de manière différente. Il y en a qui font de la surveillance, beaucoup, voilà, qui restent à la maison, qui surveillent les enfants. Il y en a qui font plus, je dirais, de l'accueil avec des activités, qui proposent des choses différentes. Il y en a qui sont dans l'éducation, d'autres un peu moins. Ça dépend de chacune. Avant, c'était un travail de tata. Elles appelaient, les nounous, on les appelait les tatas. C'était souvent des dames un petit peu âgées qui avaient eu des enfants qui étaient au foyer et qui gardaient comme elles garderaient leurs petits-enfants. Voilà. Et puis depuis quelques années, il y a eu la professionnalisation de notre métier. On nous demande de se former, on a des formations récurrentes, on nous demande vraiment d'avoir les gestes de premier secours, de connaître les bases de la petite enfance, de connaître de plus en plus de choses. Et donc, il y a vraiment une vraie professionnalisation de notre métier. Donc, vous avez des formations obligatoires, dont geste du premier secours? Oui. Une fois par an ou une... Alors, on l'a fait initialement à la formation initiale et on est censé faire le recyclage tous les 2 ans. D'accord. Voilà. Et on est quand même suivi par la PMI qui nous demande à chaque renouvellement quelle formation on a fait pendant ces 5 dernières années. Parce qu'on a notre compte pro-formation comme tout salarié, mais on a aussi un compte spécifique d'assistante maternelle qui nous permet de faire au moins une formation chaque année. D'accord. Donc la PMI surveille quand même un petit peu, savoir si on se forme parce qu'ils nous conseillent vivement, voilà, de nous former sur les connaissances sur les enfants, sur ce qui nous intéresse, mais relié à la petite enfance. Donc c'est vrai que maintenant on est quand même beaucoup plus professionnel qu'avant. On propose des activités plus adaptées, on connaît mieux les enfants. Comme donc, quoi par exemple, on a des formations qui nous proposent d'apprendre les signes
de la langue des oui, signes. super. Donc, ce qui fait que quand par exemple, on va apprendre une comptine aux enfants, on peut leur signer. On a des formations sur les gestes de premier secours, mais on a aussi sur les nouvelles connaissances sur le cerveau de l'enfant. D'accord. C'est vraiment divers et varié. On peut avoir aussi, la dernière formation que moi j'ai pu faire, c'était sur les produits ménagers écolos à faire soi-même, qui respectent oui. l'enfant et l'environnement. Ouais. Donc nous, c'est des choses auxquelles on doit faire attention. On ne peut pas nettoyer la maison avec n'importe quel produit qui pourrait être toxique pour les enfants. Oui, bien sûr. Parce qu'à long terme, c'est mauvais pour eux. Donc la javel, les choses comme Bah, ça, c'est super à qu'ils proscrire mettent des pour nous. choses comme ça Ouais. en place. Je trouve. Mais ça fait partie des petites choses qui sont en soi des petits détails, mais qui nous permettent, nous, d'être plus professionnels. On n'est plus juste des femmes au foyer qui se contentent d'accueillir quelques enfants. On est là aussi pour connaître des choses, les nouvelles connaissances sur le cerveau de l'enfant, sur tout ce qui est éducation, la parentalité bienveillante. On est là aussi maintenant de plus en plus pour orienter les parents. Oui. Les guider, les orienter, parce qu'il y a de moins en moins de pédiatres, ils guident plus les parents, donc sur la diversification alimentaire, le sommeil. C'est vrai que moi, en tout cas, à titre très personnel, j'essaie de me former de manière globale sur tout ce qui a trait à la petite enfance. D'abord, moi, pour pouvoir accompagner au mieux les enfants, parce que quand on a des enfants de 8h à 17h, 5 jours par semaine, c'est vrai qu'on les éduque un petit peu quand même. On ne peut pas être juste dans la surveillance, on leur transmet des valeurs, on leur apprend des choses, on suit ce qu'initient les parents, mais les parents... Enfin, je veux dire, c'est un travail d'équipe entre eux et nous. Quand ils les ont 1 à 2 heures le soir et que nous, on les a 8 heures dans la journée. Ouais. Les parents viennent à toi. Comment ça se fait? Comment ça se passe, la démarche? Alors souvent, on accueille les mamans quand elles sont enceintes, parce que généralement, c'est là qu'elles commencent les recherches. Et moi, je leur conseille souvent de faire le tour des assistantes maternelles de leur secteur. Pourquoi? Parce que on ne choisit pas une assistante maternelle comme on va acheter quelque chose. On va confier ce qu'on a de plus important au monde à une personne qu'on ne connaît pas. C'est comme quand on va acheter une maison, c'est un achat de toute une vie, une maison. Ouais. Donc quand on achète une maison, on en visite plusieurs et on attend d'avoir cette certitude-là, le coup de cœur, le truc où on se dit c'est celle-là, c'est sûr, c'est certain, on est OK, il n'y a pas de doute. Et bien choisir une assistante maternelle, je crois que c'est pareil, ça doit se faire d'un commun accord entre l'assistante maternelle et les parents. Il faut que l'accroche soit réciproque, mais il faut qu'il y ait une confiance naturelle. Voilà. Il faut que quand les parents fassent l'entretien avec l'assistante maternelle, ils soient dans la confiance. Parce que s'ils ne sont pas dans ce rapport-là de confiance et qu'ils choisissent, je dirais pas par dépit, mais parce qu'elle est plus près de leur domicile ou parce qu'elle a des tarifs plus intéressants ou parce qu'elle propose des choses qui leur conviennent mieux, mais qu'il n'y a pas ce rapport d'évidence de confiance, alors les 3 ans qui suivent sont compliqués. Et pour l'assistante maternelle, et pour les parents, et surtout pour l'enfant qui est au milieu. Ouais. Parce qu'il faut qu'il y ait ce rapport de confiance, c'est essentiel. Et pour ça, il faut qu'ils aient des valeurs communes. Moi, ça m'est arrivé de refuser des parents parce que, par exemple, c'était important pour eux que je mette de la musique classique toute la journée à leur enfant. Ça ne fait pas partie de mes habitudes, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire en plus. Donc on va écouter de la musique, mais on va écouter toutes sortes de musique, des comptines, des choses comme ça, pas forcément de la musique classique. Donc si je me sens contrainte toute la journée de mettre... ça va me contraindre de trop et puis ça ne correspond pas à leur style éducatif et donc ça demande un grand écart à l'enfant qui ne sera pas forcément bénéfique pour lui. Donc il faut voilà, trouver une assistante maternelle qui a des valeurs qui nous ressemblent. Moi, je dis souvent aux parents, je suis pour la parentalité bienveillante et positive, mais je suis aussi pour l'autorité. C'est-à-dire qu'il y a un cadre clair, je suis dans le respect de l'enfant, je suis à l'écoute de ses émotions et dans l'empathie. Mais si je le vois frapper d'autres enfants, à un moment donné, je vais lui demander de s'arrêter de jouer et de s'asseoir à côté de moi. Je ne vais pas lui dire, oui, d'accord, je comprends, tu as le droit. Non, il y a quand même des règles chez moi. Et ça, je veux que les parents soient au courant avant qu'on soit d'accord là-dessus. S'ils me disent non, mais nous, on ne veut jamais le punir, on n'est pas d'accord. Alors, je vais leur dire, je comprends, il n'y a pas de souci, on n'est pas dans le jugement, mais du coup, je ne vais pas correspondre à vos attentes. Oui. D'accord. Donc, trouver quelqu'un qui sera plus dans les mêmes valeurs que vous. Et il y en a, on est toutes différentes, donc on a toutes des façons de fonctionner différentes. Moi, je ne sors pas tout le temps, par exemple. J'ai des collègues qui tous les jours ont une activité différente et elles sont tous les jours dehors avec les enfants. Il y a des parents pour qui ça c'est très important. Moi, ça va dépendre des humeurs, des envies, de la fatigue des uns, des autres. Oui. Voilà. Si j'ai prévu de faire une balade et que j'en ai une qui arrive le matin qui est exténuée, je ne vais pas lui imposer de marcher 1 heure si elle est exténuée. Donc on va rester, tant pis pour les autres ce jour-là, mais je vais être dans le respect et l'écoute de l'enfant. Il y a des parents pour qui ça va être très important que tous les jours les enfants sortent. Ces parents-là, je vais leur dire, je pense que... Et je vais conseiller une de mes collègues que je connais qui fonctionne comme ça parce qu'elle leur correspondra parfaitement.
Ok. Concrètement, comment ça se passe ensuite après? Alors déjà, ça, je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup de mes collègues et beaucoup de parents qui ne le font pas et je trouve que c'est une erreur. Quand on a choisi une assistante maternelle, qu'on est OK entre parents et assistante maternelle, on a un petit papier qui s'appelle un engagement réciproque que beaucoup ne signent pas, à tort. D'accord. Il faut signer ce papier. Pourquoi? Parce que cet engagement réciproque, au niveau de l'assistante maternelle, il vous réserve la place. C'est-à-dire que moi, demain, tu viens me voir, tu me dis « je voudrais que tu gardes mon enfant ». Je te dis « ok, signons un engagement réciproque qui dit qu'à partir de telle date, je vais garder ton enfant tant de jours par semaine ». Et donc moi, ça veut dire que je te réserve la place. C'est-à-dire que je m'engage à pas prendre quelqu'un qui viendrait demain et où d'un coup je change d'avis et où toi tu te retrouves le bec dans l'eau parce que tu n'as plus de mode de garde pour ton enfant. Et de l'autre côté c'est pareil, c'est-à-dire que ça t'engage toi en tant que parent à pas dire oh, mais entre-temps j'ai trouvé une autre assistante maternelle et en dernière minute te dire bah en fait je vais pas te laisser mon fils. Donc c'est important parce qu'il y a beaucoup de conflits qui naissent parce que les parents et les assistants maternels ne signent pas ce papier-là. D'accord. Voilà. C'est un engagement parce que souvent les mamans viennent avant la grossesse, enfin avant l'accouchement, elles sont enceintes. Il se passe du temps, il y a l'accouchement, après elles sont prises, elles sont occupées, elles n'ont pas le temps. Et des fois les assistants maternels n'ont plus de nouvelles et du coup elles prennent quelqu'un d'autre. D'accord. Et les parents se retrouvent du jour au lendemain avec plus aucun mode de garde. Ça crée des conflits inutiles alors qu'il suffit de signer un simple papier. Et tout le monde est légalement sécure. Vous ne signez pas à ce moment-là le contrat, c'est juste un oui en fait. Voilà, c'est juste un accord de principe. Généralement, alors moi, quelques temps avant, avant de commencer la période d'adaptation, on signe le contrat. C'est un contrat à durée indéterminée qu'on signe, même si on sait qu'à 3 ans, ils vont rentrer à l'école. D'accord. Voilà. Et on fait toujours une période d'adaptation. Ouais, qui dure une semaine? Ça dépend des enfants. Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui vont de suite. Moi, je n'ai pas de délai. Je demande aux parents généralement de prévoir au moins 2 à 3 semaines pour qu'on soit sûr. Voilà. On sait qu'un enfant qu'on va accueillir aux alentours des 9 mois, quand il est en pleine période de peur de l'abandon, ça va être plus compliqué qu'un bébé qui va venir à 2 mois. Oui. Voilà, on le sait. Plus ils sont bébés, plus c'est facile, plus ils sont dans la confiance, plus ils sont grands, plus il faut gagner leur confiance et leur montrer qu'ils sont en sécurité ici. Donc moi, j'aime pas trop brusquer les enfants, donc je préfère prévoir des longues périodes d'adaptation en disant aux parents, dans le meilleur des cas, il sera bien adapté et tant mieux. Si jamais, au moins, on a le temps nécessaire. Il y a des enfants... Quand tu dis longue période, c'est combien de temps? Ça m'est arrivé de faire 3 semaines. Ah oui, d'accord. De période d'adaptation parce que je sentais justement l'enfant avait 9 mois, il continuait de pleurer. Je ne pouvais pas le laisser pleurer pendant 3 heures parce que maman était occupée. Donc on faisait un petit peu chaque jour, un repas, un biberon. Et puis petit à petit, on gagne leur confiance. Mais millimètre par millimètre, il y en a avec qui ça se fait très rapidement. Quand ce n'est pas le cas, il faut respecter l'enfant, ses besoins et son rythme. Donc il faut anticiper et pouvoir prévoir ça. Donc, on est d'accord que la période d'adaptation vient avant la signature de contrat, c'est ça? Alors, généralement, on signe le contrat avant. On signe le contrat avant, mais il y a une période d'adaptation qui se fait après. En fait, c'est comme une période d'essai. Exactement. En fait. Dans nos contrats, on a une période d'essai qui est comprise. C'est pareil, ça dépend, ça c'est en accord mutuel entre les parents et l'assistante maternelle. Moi, c'est 1 mois généralement. D'accord. C'est toi qui le définis dans le contrat? Oui. D'accord. Il n'y a pas d'obligation au niveau de la loi des assistantes maternelles? Il y a une obligation, il me semble, je ne peux pas te l'affirmer, mais il y a une obligation de faire une période d'essai. Oui. La durée, je n'ai pas de mémoire, je crois que c'est minimum 15 jours. Mais après, il me semble que si on fait une période d'essai d'1 mois, le préavis est d'1 mois. Si on fait une période d'essai de... Voilà. Il me semble que ça impacte aussi le préavis de fin de contrat. Donc, moi, généralement, je fais 1 mois. Je trouve que c'est correct et que c'est bien. Au bout d'1 mois, généralement, on sait. Et très honnêtement, en 15 ans, je touche du bois que ça continue, mais ça ne m'est pas arrivé de casser un contrat pendant la période d'essai. D'accord. Non, c'est quand même rare que ça arrive. Même mes collègues, j'en entends rarement. Quand on a choisi quelqu'un, on a choisi quelqu'un. Et à quel moment tu définis alors toute la partie, les personnes qui veulent utiliser des couches lavables ou des repas alors ça, c'est important d'en parler justement, les premiers rendez-vous. D'accord. Donc tu leur fais une fiche d'entrée à ce moment-là? On est censé avoir un projet d'accueil. Ok. Voilà. Pourquoi censé? Parce qu'il y en a peu qui le font et qui l'ont. Okay. Mais on est censé se concocter un espèce de petit livret qui nous représente, qui dit voilà, moi je suis Lisiane Barthez, mon parcours c'est ça, ma façon de travailler elle est celle-là, mes valeurs
Ce sont celles-là. Qu'est-ce que je fais avec les enfants? Comment je fonctionne? Comment se composent nos journées? Moi, par exemple, je fais les repas aux enfants. D'accord. Voilà. Mais s'il y a un parent qui vient vers toi en te disant qu'il Non. veut faire les repas Eh ben, je lui-même. refuse. D'accord. Je refuse pour plusieurs raisons. La première, c'est que maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui ont des allergies. Vraiment D'accord. beaucoup. Et quand les enfants ont des repas différents, ils mangent quand même ensemble. Et donc, ça va très vite de piquer dans l'assiette du copain quelque chose qui a été fait avec du lait, mais lui, il est intolérant au lactose. Je trouve que les risques sont trop grands. D'accord. J'en aurai 2, peut-être que c'est plus facile d'être très très vigilant là-dessus. Mais quand j'en ai 4, c'est plus compliqué. Pour moi, le repas, c'est un moment très important de la journée. C'est pas juste manger. Ça fait partie de si demain je te présentais mon carnet d'accueil, je te dirais voilà, ça fait partie de ce que je suis. Pour moi, les repas, c'est quelque chose qui s'apprend. D'accord. C'est comme on apprend un enfant à dormir, à parler, à marcher. On lui apprend à manger sainement. Pas à manger pour se remplir, pas à manger, mettre un biberon dans la bouche quand on pleure pour calmer la tétée de réconfort, on appelle ça maintenant. À manger en pleine conscience, en prenant conscience de ce qu'on mange, d'apprécier chaque goût. Quand on fait la diversification alimentaire, j'explique aux parents que c'est très important qu'on apprenne à l'enfant à apprécier chaque goût avant de passer à un autre. On va commencer par exemple par le brocoli. Le palais n'aime pas forcément le brocoli, et ben on l'éduque, c'est-à-dire qu'on va lui donner du brocoli en petites cuillerées sans forcer, jusqu'à ce qu'il aime. Et puis un jour, il va aimer ça parce que son palais s'est habitué à ce goût, mais du coup, il va aimer le brocoli toute sa vie. Même s'il aura forcément des périodes où il va faire des caprices parce qu'il préférera McDo, les pâtes, ou voilà, on connaît tout ça. Mais avant de passer à un autre légume, voilà. Et on prend le temps de développer le palais, d'aimer chaque goût. Je fais aussi beaucoup de repas partagés parce que je trouve ça important d'apprendre que le repas, c'est aussi un moment de partage. Donc souvent, je vais faire par exemple des galettes où il y a tout dedans, où je mets féculents, légumes, protéines, etc. Et je mets un gros plat de galettes au milieu et chacun se sert. Comprendre qu'il y en a assez pour tout le monde. Qu'on n'est pas obligé de manger vite parce qu'on a peur qu'il n'y en ait plus, que c'est aussi une façon d'apprendre le partage. Oui. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, et puis parce que les parents n'ont pas le temps et que souvent les repas ne sont pas équilibrés. Oui. C'est très compliqué. Donc ça m'agaçait, moi, de voir des repas pas équilibrés. Et en même temps, je le comprenais parce que quand on rentre du boulot, qu'il est 18h, qu'on récupère son enfant, qu'il faut faire à manger, le bain, le repas, le coucher, c'est ingérable, quoi. Quand les deux parents sont actifs, s'il n'y a pas de la famille autour pour aider, c'est ingérable. Moi, je trouve que ça fait partie de mon travail. Donc, je l'impose. Je dis aux parents, c'est comme ça. Parce que quand il y a des allergies, par exemple, si j'en ai un qui est intolérant au lactose, j'enlève le lactose de l'alimentation de tous. De tout le monde. J'ai eu une petite fille l'année dernière, par exemple, qui mangeait pas de porc. J'enlève le porc pour tout le monde. C'est pas grave. Il y a d'autres sources de protéines. C'est pas grave. C'est aussi ça la tolérance. Et, voilà. Donc, j'ai des collègues qui font pas. C'est les parents qui donnent. Ça fait partie du fameux carnet d'accueil où on stipule et on dit voilà, moi, c'est comme ça. Donc, vous savez que vous allez avoir un léger surcoût. Sur ce carnet d'accueil. Vous allez avoir un surcoût parce que je fais les repas. Mais d'un autre côté, je fais attention, c'est bio, c'est de saison, ça fait partie des activités que je fais avec les enfants. On va au marché, on achète les légumes ensemble, je leur montre, je leur fais découvrir. Ils cuisinent des fois avec moi. Ça fait partie, moi, de ce que je trouve important de leur apprendre. Tu vois, voilà. Est-ce que tu préfères avoir des enfants du même âge qui évoluent ensemble ou tu as des fois des enfants qui ont 2 ans et d'autres 6 mois? C'est très rare qu'on en ait du même âge. C'est un roulement. Là, tu vois, j'en ai 2 qui rentrent à l'école, j'en ai 2 qui restent et j'en ai un qui arrive. Donc, il y a toujours un roulement. Et tu arrives comme ça, c'est ton travail de toute manière, de faire en sorte que même s'ils n'ont pas le même âge ou vachement d'écart, à avoir des activités ensemble. Parce que des activités à 6 mois et des activités à 2 ans, j'imagine que c'est pas la même chose. C'est ce que moi, je trouve hyper intéressant. C'est ce qui me plaît. Ils auraient tous le même âge. Alors, je ne te cache pas que ce serait plus simple, mais moins intéressant parce que ce que j'adore, c'est justement cette transmission. Quand ils sont bébés, je demande aux plus grands de prendre soin d'eux parce qu'ils sont bébés. D'accord. Ah non, on fait attention au bébé, regarde, elle ne tient pas très bien debout, aide-la un peu, tiens-la. Montre-lui qu'elle peut se tenir au meuble et je leur apprends la bienveillance. Tu vois, Et quand après les bébés grandissent, et l'année d'après, il y a d'autres bébés qui arrivent. Ils prennent le relais. C'est elle qui dit, montre-lui, regarde, moi, je demande beaucoup d'aide aux enfants. Par exemple, quand je vais changer la couche d'un bébé, je ferme la couche, je la mets dans le sac, je demande aux grands, tu veux bien aller la mettre à la poubelle? Ils se sentent impliqués, ils se sentent investis. Des fois, quand on donne les repas, je dis, tu veux aider le bébé à manger? Donc, ils aident, ils donnent à manger. Ça leur fait travailler la motricité fine, la dextérité, mais
ils s'en rendent pas compte, ils le font, ils se sentent grands, ils ont envie. Et puis tout ça, ça leur fait prendre conscience aussi de leur évolution à eux. Tu vois, au début, ils sont les bébés, puis après, ils sont les moyens, puis après, ils sont les grands, et ils sont prêts à rentrer à l'école. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Et oui, c'est plus difficile de faire des activités, mais quand ils s'entraident, ça devient plus beau à voir. C'est-à-dire que quand par exemple, on va faire là les activités de Pâques, tu vois, on va faire de la peinture, on fabrique chaque année, je leur fais fabriquer différentes choses, mais souvent, on fabrique un petit panier pour aller chercher les œufs, tu vois, qu'ils font eux-mêmes. Bah, c'est sûr que les plus petits vont avoir plus de mal. Mais du coup, les grands vont venir les aider. Ils vont dire, attends, si tu veux, je te tiens le pinceau avec toi. Alors, j'oriente. Je suis là pour l'instant. Peut-être tu peux l'aider à tenir le pinceau. Peut-être tu peux l'aider avec la main. Alors, les petits, on va les laisser pas chasser avec les mains. Les grands, on va leur demander de faire plutôt avec un pinceau quelque chose d'un peu plus maîtrisé. C'est déjà de l'éducation, en fait, tu fais. Hein. C'est complètement ça. Quoi. Caché sous couvert d'amusement. Parce que le but, c'est pas que ce soit des contraintes, les journées. C'est qu'ils s'amusent. Mais l'air de rien, ce matin, on est parti promener parce qu'il faisait très beau. Finalement, la promenade s'est transformée en une randonnée. On a marché 1h30 en pleine forêt. On a appris des milliers de choses. On a appris ce que c'était qu'un pissenlit, à quoi servaient les arbres, parce qu'on discute. Le bébé, il a galopé, mais comme il est en train d'apprendre la marche, bah, tu vois, le fait qu'il y ait des racines, qu'il y ait des bouts de bois, c'est compliqué. Donc les grandes viennent lui donner la main, l'aider, l'accompagner. Sous couvert d'une balade, ils apprennent plein de choses. C'est ça qui, moi, en tout cas, me nourrit et que je trouve hyper enrichissant, quoi. Qu'est-ce que tu dirais aux parents? Quelles questions sont élémentaires, essentielles à poser à ton assistante maternelle avant de partir sur ce chemin? Je crois qu'il faut demander ce qui est important pour eux, en fait, parce que ça dépend de chaque parent. Si, par exemple, ils ont des peurs, des craintes, il ne faut pas qu'ils hésitent à en parler. Il ne faut pas qu'ils soient dans une forme de tabou, de dire on ne peut pas lui demander ça, quoi. Si. Par exemple, moi, avant, j'avais un logement où j'avais 3 étages. C'était sur 3 niveaux, donc j'avais des escaliers partout dans la maison. Je voyais que les parents, ils se disaient « Oh, les escaliers, c'est dangereux !» Et le portail n'était pas toujours fermé. Et je leur disais de suite, je ne ferme pas le portail volontairement parce que très tôt, je leur apprends à monter et descendre les escaliers en sécurité. Si je ferme le portail en permanence, il suffit qu'une fois, ma fille oublie de le fermer, parce que j'avais ma fille, à l'époque, elle avait 6 ans, donc ça peut arriver à une enfant de 6 ans d'oublier de fermer un portail. C'est ce jour-là où ils vont monter, ils ne sauront pas monter ou descendre en sécurité, et c'est là que je risque un accident. Mais s'il y a des parents que les escaliers angoissent, ils ne vont peut-être pas le dire à l'assistante maternelle, ils vont rentrer à leur mari, ils vont dire « Mais elle a des escaliers, ça m'angoisse ». Mais peut-être que s'ils en avaient parlé, peut-être que s'ils lui avaient dit, eh ben, tout simplement, elle aurait eu une explication qui les aurait rassurés, apaisés. Et voilà, tout ce qui peut angoisser les parents, tout ce qui peut leur faire peur. Des fois, il y a des mamans qui ont peur qu'on prenne leur place. Qu'on soit trop proche de leur enfant, qu'on prenne leur place. Il ne faut pas hésiter à le dire. Et c'est la réponse de l'assistante maternelle qui va être déterminante. Qui vont leur dire si c'est la bonne ou pas. Soit la réponse, d'un coup, ils sont rassurés, c'est OK. Soit ça ne les rassure pas vraiment, c'est que ce n'est pas celle-là, continuez vos recherches. Mais de manière générale, il faut, plus on pose des questions, plus on se met d'accord sur plein de choses, plus on s'évite des conflits plus tard. Moi, généralement, je fais un entretien avant de signer l'engagement réciproque et après, je fais un deuxième entretien avant la signature du contrat. En moyenne, c'est 2 heures, 2 heures et demie chaque entretien. Parce que vraiment, je pose toutes les bases de ma façon de travailler, tout ce qui est important pour moi. Moi, les horaires, c'est important. Si, par exemple, vous êtes censé venir à 9 h, je ne vais pas accepter que ce soit à la carte et qu'un jour, vous veniez à 10 h, parce que si moi, j'ai envie d'aller en balade, ça va me bloquer. Si j'ai un biberon à donner, mon organisation en dépend. Voilà, c'est toutes ces petites choses. Si on en parle en amont, pendant 3 ans, ça glisse, ça coule et c'est agréable pour tout le monde. Nous, on peut être un soutien et une aide pour la vie familiale des parents. Si c'est compliqué, s'il y a des distorsions, si on commence à avoir, ça va être lourd et pesant. C'est vraiment important, c'est là où vous fixez tout. Exactement. Et là, pour les couples, les parents, il ne faut rien oublier. Donc, poser toutes les questions pratiques, qui sont importantes, théoriques, tout ce que voilà. Et puis de savoir ce que vous avez envie comme assistante maternelle. Est-ce que vous avez envie de quelqu'un qui peut, par exemple, vous conseiller sur l'éducation de votre enfant? Est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir vous orienter, vous conseiller? Ou est-ce que vous préférez, vous, avoir le contrôle? Il y a des parents qui ont ce besoin de contrôle sur l'éducation de leurs enfants et qui veulent plutôt quelqu'un qui va suivre le mouvement. Ça ne veut pas dire qu'elles seront moins bonnes assistantes maternelles. Pour ces parents, elles seront meilleures assistantes maternelles. Mais définir, vous, à la base, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui est important pour vous. Et en fonction de ça, faites le tour, posez les questions à tout le monde et vous fixez pas sur un tarif, un prix.
parce que c'est votre enfant, c'est les 3 premières années de sa vie, donc c'est important de parce que c'est peu remboursé aussi, hein. C'est pas très bien remboursé. Et moi, j'entends pas mal de parents qui se plaignent que c'est cher en fait. Que voilà. C'est Après, cher, mais d'un autre côté, nous, on a un métier qui est très insécure. Parce que quand un contrat s'arrête, nous, on n'a plus de revenus. Bah oui. Voilà, le Pôle emploi, c'est très compliqué pour être indemnisé, vraiment. C'est pas comme quand on est salarié. On n'a pas un statut de salarié. On est salarié du particulier employeur. Ce qui veut dire qu'en réalité, on n'a pas de CDI. Donc, par exemple, si on veut faire un crédit à la banque, ce genre de choses, on n'a pas le droit. Mais on peut vous payer en CESU ou pas? C'est compliqué, c'est possible, c'est légal. D'accord. Mais j'en connais pas beaucoup qui acceptent. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est pas pratique. Non. Donc, voilà, on a beaucoup de contraintes. On travaille de chez nous, on renouvelle beaucoup de matériel. Tout ce qui est siège auto, poussette, ça coûte excessivement cher. Du coup, vous devez avoir des assurances parce que vous les prenez en voiture. Alors, c'est notre assurance véhicule où on paye une extension pour être assuré en tant que professionnel. D'accord. Donc, tout ça, ça a un coût très élevé pour nous. Donc, malheureusement, moi, par exemple, pour te donner un exemple, je fais les repas. Je gagne rien sur les repas. Je ne gagne rien parce que là, avec l'augmentation qu'il y a eu des supermarchés depuis le Covid, etc., je travaillais à perte. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai dit aux parents, il faut que je vous augmente un peu parce que là, j'ai fait mes calculs et en fait, je travaille à perte. Donc, je nourris vos enfants, mais moi, ça me coûte des sous tous les mois, c'est pas possible. Donc, il ne faut pas croire qu'on vit grassement. À chaque parent, ça paraît être une somme énorme, mais une fois qu'on a acheté une poussette et qu'on est obligé de la renouveler régulièrement, un siège auto, puis 2, puis 3, puis 4, puis des jouets. C'est ça. Non, c'est vrai, mais c'est bien de s'en rendre compte, hein, parce que moi, je sais, sur les ateliers de portage bébé, des fois, on parle un peu, elles me disent, ça y est, Michel, j'ai trouvé ma nounou, mais qu'est-ce que ça coûte cher, ou mon assistante maternelle aussi, tu vois. Je sais que ça revient beaucoup, en tout cas, mais après, c'est très bien que tu me dises à quoi ça correspond, du coup. Alors, les parents peuvent aussi trouver une alternative. Je sais que les assistantes maternelles le font peu parce que, justement, elles ne maîtrisent pas bien les calculs et ce que ça engendre, mais on a 2 formes de contrats chez les assistantes maternelles. On a les années complètes et les années incomplètes. C'est très compliqué, mais pour essayer de faire simple, une année complète, c'est comme un contrat de salarié quelconque. C'est-à-dire, on travaille toute l'année, on a 5 semaines de congé. D'accord. Donc, beaucoup d'assistantes maternelles partent sur ces contrats-là. Et ce qu'on appelle une année incomplète, c'est quand on va avoir plus que 5 semaines de congé dans l'année. Par exemple, un contrat avec des enseignants, où ils ont toutes les vacances scolaires, les vacances l'été. Là, on va faire différemment, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas compter les congés. On va déduire toutes les semaines de l'année qui ne sont pas travaillées. On va dire, au lieu de travailler sur 52 semaines, on va travailler que sur 40 semaines avec ces parents-là, parce que chaque vacances scolaires, on ne prendra pas l'enfant, puisqu'il ne travaille pas. Et donc, quand on fait le salaire mensualisé, c'est-à-dire qu'on dit on va travailler que sur 40 semaines au lieu de 52, ça revient beaucoup moins cher aux parents. Parce que toutes les semaines non travaillées ne sont pas payées. Voilà. Donc, les parents qui trouvent que c'est très onéreux peuvent aussi dire à l'assistante maternelle, si on rajoute des semaines de vacances dans l'année, c'est déduit et du coup, ça nous coûte moins cher. C'est bien de le savoir. Voilà. Moi, par exemple, je fais que des années incomplètes parce que je prends 7 semaines de congé dans l'année. D'accord. Voilà. Ce qui fait que mensuellement, ça revient un peu moins cher aux parents et moi, je prends un peu plus de vacances, donc tout le monde y trouve son compte. Voilà. Ça peut être une bonne alternative. Au niveau de votre formation, vous êtes formé aussi sur le handicap? Alors, pas à la formation initiale, mais on nous propose des formations qu'on peut choisir. Là, par exemple, chaque année, on a droit à une formation. On a des formations sur l'accueil d'enfants handicapés. Pour celles qui le souhaitent, alors? Pour celles qui le souhaitent. C'est sur la base du volontariat. Donc, ça t'est arrivé d'accueillir des enfants atteints d'un handicap? Non, pas de handicap lourd. J'ai eu, moi, à titre personnel, par exemple, là, j'ai une collègue qui a un enfant qui est lourdement handicapé. Quand elle m'en a parlé, j'avais déjà plus de place, mais je lui propose, par exemple, de nous rejoindre quand il y a le relais, une fois par mois. Le relais d'assistante maternelle, c'est ouvert aux parents aussi, de venir, de partager des balades de temps en temps avec nous pour qu'ils voient un peu aussi d'autres gens qui soient un peu stabilisés. J'ai eu une petite fille qui avait un retard un petit peu, mais qui était léger. D'accord. C'était plus un retard mental qu'un retard psychomoteur. Donc, c'était pas des handicaps lourds. J'ai pas eu jusqu'à présent de Donc, est-ce que garde d'enfants. pour toi, les parents doivent aussi s'assurer que l'assistante maternelle vers qui ils vont soit formée
Oui. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas formé dans votre Non. formation initiale. Non. Ok. Il faut que l'assistante maternelle soit formée, mais il faut aussi et surtout que l'assistante maternelle ait conscience de ce que ça engendre C'est ça. et qu'elle le fasse en pleine connaissance parce que c'est pas facile notre métier. Il y a des jours où on vit des moments extraordinaires et où on se dit j'ai un métier en or. Et il y a des jours où c'est extrêmement compliqué. Quand on travaille 50 heures semaine et qu'on n'a pas de pause entre midi et deux, parce que, bon, quand on a des grands qui dorment, qui font la sieste, tout va bien. Oui. Quand on a des bébés qui digèrent mal, qui sont RGO ou qui ont des difficultés à trouver leur sommeil, qui pleurent toute la journée, qu'on porte toute la journée, qu'on ne peut pas poser 2 minutes, on n'a pas de pause. Moi, ça m'est arrivé des fois d'attendre 18 heures que les parents arrivent pour dire « j'ai pas pu faire pipi de la journée, il faut que je me la laisse vite, faut que j'aille aux toilettes, je tiens plus ». Parce que de 8h à 18h, j'ai pas pu, c'est pas possible. Les enfants m'ont pas laissé la possibilité de. On peut pas faire comme quand on a un travail de bureau en disant « je vais faire ma pause clope, je vais manger », on peut pas. D'accord. Si les enfants sont dans une exigence là parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils sont malades, parce qu'on est obligé d'être là. Donc c'est un travail qui est prenant, qui est émotionnellement riche, autant des fois dans le bon que dans le mauvais. Et on ne peut pas, nous, être un peu moins bien. On ne peut pas être fatigué ou être « aujourd'hui, j'ai pas envie ». Et non, parce que les enfants ont besoin tous les jours qu'on soit là, et ils le sentent quand on est un peu moins, et ils viennent tester en mode est-ce que la nounou elle va être là ou est-ce qu'elle va pas être là. Donc c'est vrai que c'est important, mais quand il y a un enfant handicapé, c'est 2 fois plus prenant au niveau énergie. Donc il faut en avoir conscience. Ça ne veut pas dire que c'est double peine de travail parce que c'est double aussi satisfaction quand on arrive à les aider à faire quelque chose ou les aider à acquérir une nouvelle connaissance. Mais il faut avoir conscience de ça. Voilà, il faut en avoir conscience. Mais l'assistante maternelle peut très bien se former en amont. C'est-à-dire que par exemple, il y a des parents qui vont voir une assistante maternelle et qui disent voilà, moi j'aimerais beaucoup que vous accueilliez mon enfant handicapé. Elle n'est pas formée. Elle peut entre-temps dire entre le moment où les parents viennent et le moment où elle va accueillir l'enfant, faire sa formation. Qui est financée. Maintenant il y en a de plus en plus en distanciel, donc ça peut être aussi faisable. Moi par exemple j'avais une maman qui est venue me voir, elle allaitait encore son enfant, il était en crèche mais la crèche ne voulait pas le prendre plus parce qu'elle n'arrivait pas à arrêter l'allaitement, l'enfant refusait de manger, de s'alimenter autre que par l'allaitement. Je me suis dit ok, entre-temps je vais faire une formation sur l'allaitement. Comment aider la maman, comment l'accompagner et accueillir l'enfant qui est toujours allaité. Le matin, peut-être lui proposer quand elle amène l'enfant au début de l'allaiter ici, puis après de tirer son lait. Comment ça se passe, la conservation du lait maternel et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, du coup, j'ai fait une formation qui a été assez rapide parce que c'était en 14 heures. Donc 14 heures, c'est pas non plus... voilà. Et du coup, j'étais prête pour l'accueil de cet enfant-là. D'accord. Donc c'est pas parce qu'elle n'a pas eu la formation qu'il ne faut pas aller les voir. Oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. Alors après, toi, tu es présidente aussi d'une association. Oui. Au niveau des assistantes maternelles. Tu rassembles un groupe d'assistantes maternelles. Est-ce que tu veux en parler un peu? Tout à fait. Alors, c'est une association qui s'appelle Mater d'éveil. Elle a pour but à la base de proposer aux assistantes maternelles de se réunir une fois par semaine et aux enfants. On propose des activités aux enfants, mais aussi et surtout de former les assistantes maternelles sur notre temps de travail. Donc on est dans une salle, c'est un dojo, il y a des activités, il y a des jeux libres pour les enfants. Et de temps en temps, on a des intervenants qui viennent nous former sur des choses diverses et variées. Voilà. Là, on a eu la chance de t'accueillir pour le partage bébé. Sur le partage des bébés. Oui. On a eu une ergothérapeute, par exemple, qui nous a donné des clés essentielles sur les bébés. On a eu un kiné archaïque, on a eu la PMI qui est venue aussi avec la puéricultrice et l'éducatrice jeunes enfants. On a eu un rappel des gestes de premier secours avec un pompier. Ça nous permet aussi de les conseiller. Oui. Moi, là, par exemple, j'ai une maman qui, justement, a une petite fille qui a des réflexes vomitifs un peu prononcés. Quand on a parlé de la kiné archaïque, etc., c'était vraiment adapté. J'ai recommandé vivement à cette maman d'aller voir ce professionnel parce que là, maintenant, moi, j'ai appris des choses qui me permettent de mieux orienter les parents pour chaque cas individuel. Donc, voilà, on essaye aussi derrière de recommander et de faire transmettre la pub aux professionnels. Alors après, on en avait un peu parlé, pas à ce moment-là, mais plus quand on était toutes les deux, des besoins des parents. Tu me disais que les parents avaient beaucoup de questions, se reposaient beaucoup sur vous. Et que toi, tu as été dans l'intention de leur donner ces réponses. C'est pour ça d'ailleurs que tu as aussi cette association. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelle est vraiment ta problématique
par rapport à ça? Il y a plus trop de pédiatres. C'est surtout ça. Et tu penses que ça vient vraiment de sa part de là, quoi? Je pense que ça joue au moins à 50%. Parce que moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans, ça se passait vraiment différemment. Les parents avaient beaucoup moins d'attentes nous concernant. C'est eux qui initiaient tout. Ils initiaient la diversification alimentaire, ils initiaient la propreté, ils initiaient tout. Et ils nous demandaient de suivre derrière. Et selon chaque parent, on faisait. Mais en fait, ce n'était pas selon chaque parent, c'était selon chaque recommandation de chaque pédiatre. Donc, on avait des ordonnances de pédiatres, nous, qui disaient, alors là, pour la diversification, vous allez faire comme ça et comme ça. Ils nous donnaient des ordonnances. Et donc, c'était différent. Moi, j'avais ça avec mes enfants. Voilà. Ouais, des fois, on avait 2 enfants et on était obligé de leur donner à manger différemment parce qu'on avait 2 ordonnances de pédiatres différents qui ne partaient pas sur les mêmes recommandations. Donc, les parents suivaient beaucoup les recommandations pour tout. Le pédiatre disait, ah, maintenant, il est temps de le mettre sur le tapis. Hein. Bon, ok, on le mettait sur le tapis, quoi. Maintenant, les pédiatres n'ont plus de place. Il n'y en a plus. Les parents, souvent, ont des médecins généralistes. Les médecins généralistes, ils sont moins formés sur la petite enfance, puis ils n'ont pas le temps. Donc, les rendez-vous, c'est un peu express. Il n'a rien, tout va bien. Allez, 3 antibiotiques et puis merci, au revoir. Et maintenant, beaucoup, vraiment, là, depuis 2 ans, ils n'ont même plus de médecins généralistes parce qu'il y a beaucoup d'SOS médecins, de maisons médicales. Ah, ils passent beaucoup par ça? Ils passent beaucoup par ça, énormément. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas trop suivis ou alors une fois par an pour le contrôle obligatoire. Et le reste du temps, à chaque fois qu'il y a un enfant malade, parce que c'est ça aussi, c'est que les médecins, ils ne prennent plus en urgence. Quand les parents appellent pour dire ma fille elle est malade, ah oui on peut vous donner rendez-vous dans 2 jours. Mais nous on n'a plus le droit de donner des médicaments aux enfants. Alors si maintenant on a de nouveau le droit, mais sous couvert d'énormément de protocoles divers et variés, il nous faut des ordonnances, il faut envoyer des messages, il faut tenir un registre de ce qu'on donne à quelle heure. S'il y a un enfant qui est malade et que on appelle les parents, ils viennent récupérer. Donc pour les parents, pas les enfants malades. S'il faut donner des médicaments, ou alors il faut beaucoup de protocoles pour être dans les clous et rester dans la légalité. D'accord. Donc c'est compliqué pour les les parents. Parce qu'il y a eu des choses en particulier? Oh, je pense qu'il y a eu quelques abus, oui. Je pense que les parents font beaucoup d'automédication. D'accord. Du coup, ils demandaient aux assistants maternels de donner ça, quand alors c'était pas forcément... voilà. Donc si tu veux, c'est compliqué parce que nous, on appelle les parents en disant il y a de la fièvre. Et puis si le médecin il te dit rendez-vous dans 2 jours, non. Tu peux pas attendre 2 jours. Donc maintenant, les parents s'orientent vers SOS médecin, la maison médicale. C'est rapide, en 1 heure, ils ont un rendez-vous, ils ont une ordonnance. Et puis, plus vite l'enfant est traité, mieux c'est. Même nous, on leur conseille ça. C'est plus rapide. Donc toi, tu penses que pour les questions vraiment terre à terre, pour les premiers pas de l'enfant, ils n'ont plus aucun conseil. Ils n'ont plus de conseil. Ils n'ont plus aucun conseil. Avant, il y avait aussi les familles qui transmettaient. Il y avait les grands-parents, les arrière-grands-parents qui étaient là, qui disaient « il ne faut pas faire ça » et nous, on faisait comme ça. Maintenant, on a évolué. On n'est plus dans le modèle de l'autorité patriarcale. On a évolué et donc les références des anciens correspondent plus à la façon qu'on a d'éduquer les enfants maintenant. Donc finalement, les parents entendent beaucoup de choses à droite, à gauche, l'autorité positive, machin, mais ils lisent des livres, mais ça dit tout et son contraire. Et en fait, ils sont juste perdus, ils ne savent pas. Ils n'ont plus de repères. Donc nous, on devient petit à petit un peu ce repère-là parce que d'abord, on éduque un petit peu leurs enfants avec eux, on est dans la coéducation et puis on est censé être des professionnels de la petite enfance. Donc c'est pour ça que je trouve important qu'on se forme, nous, à toute forme de connaissances pour pouvoir au mieux orienter les parents parce qu'ils ne savent pas, ils sont en demande. Ils sont vraiment en demande. Non, tu as raison. Moi, comme je te disais, en postpartum, j'ai beaucoup de questions. J'oriente beaucoup les parents. Ils sont perdus, ils ne savent pas. Même sur des questions de base, là, le sommeil, on a beaucoup d'enfants maintenant qui dorment 30 minutes. Et ils n'arrivent pas à trouver le sommeil profond. Et ils n'ont que des cycles de 30 minutes. Et on a vu notamment avec le kiné archaïque que ça pouvait, pas forcément, c'est pas une obligation et c'est pas systématique, mais ça pouvait aussi être dû justement à des réflexes trop prononcés. Et qu'en travaillant sur le corps, en faisant 2-3 petits exercices avec l'enfant, ça peut aider à maîtriser ce réflexe-là et à aider l'enfant à plus s'apaiser, à être moins nerveux, moins tendu et donc trouver un sommeil plus profond et donc forcément meilleur pour lui et plus bénéfique. C'est chouette ce que tu fais de l'association. Franchement, c'est génial. Il y a des choses peut-être que tu peux partager aux parents non, je crois qu'on a fait pas mal le tour. Vraiment, je crois que si je devais insister sur un seul point, c'est de trouver quelqu'un en qui on a confiance. Parce que quand on a un rapport de confiance entre les parents et l'assistante maternelle, c'est vraiment des chouettes moments. C'est pas juste je laisse mon enfant à garder parce que j'ai besoin
c'est une nécessité parce que je vais travailler. Ça devient quelque chose de positif. On est content parce qu'on apprend des choses, parce qu'on sait que notre enfant, il s'éclate, parce que nous, on a une professionnelle qui nous guide, qui nous oriente quand on est un peu perdu. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter. Et quand c'est ça, quand les rapports professionnels sont dans ce sens-là, c'est vraiment, vraiment chouette pour tout le monde. Moi, je continue de revoir plein d'enfants que j'ai gardés petits, de les voir évoluer, de les voir grandir avec leur famille. Et c'est génial. J'adore ça, je trouve ça top. Mais il faut toujours faire attention à l'intérêt de l'enfant. Même si des fois, c'est compliqué. Mais quand on fait un enfant, on fait le choix de faire passer le bien-être de son enfant avant le nôtre. Clairement. Voilà. Clairement. Donc, même si parfois, j'entends bien, c'est compliqué financièrement pour les parents, il faut vraiment penser à ça. Voilà. Et être honnête. Et aller chez l'assistante maternelle en disant, moi j'en ai eu qui m'ont dit, je ne vous cache pas qu'on a fait une demande de place en crèche. C'est très bien d'être honnête. Voilà. Et je leur ai dit, mais vous faites bien de me le dire parce que du coup, moi, je vais adapter mon mode d'accueil, sachant que demain, elle va être en crèche et que ce sera pas, je vais pas la chouchouter comme je fais généralement parce que ça va, sinon, la pauvre, quand elle va atterrir en crèche, elle va se dire où je suis, quoi. Donc, on essaie de les préparer au mieux, comme quand ils ont 2 ans, on les prépare à l'école. D'accord. Voilà. Donc, il faut être honnête, il faut être transparent, il faut tout se dire. Quand il y a quelque chose qui ne convient pas, si l'assistante maternelle fait quelque chose qui braque ou qui vexe un peu les parents, il faut prendre le temps de se poser. En dehors des heures de travail, éviter de le faire devant les enfants et mettre les choses à plat parce que si l'enfant sent qu'il y a une tension, ça apporte jamais rien de bon non plus. Donc voilà, il faut parler, il faut communiquer. Je crois que tout peut être dit si on le dit avec bienveillance et diplomatie. Donc, c'est ça. Et généralement et heureusement, 90% du temps, ça se passe quand même super bien. Bon. Oui, c'est un métier qui est connu, qui est, qui est très, très ancien. Exactement. Donc, et c'est un chouette métier quand on le fait avec le cœur. D'accord. Voilà. Merci, Lysiane. Et bien de rien, avec plaisir, Michel. Est-ce que tu as un truc à rajouter par rapport à tout ça? Non, si ce n'est que je te remercie. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Cocoon Doré, le podcast qui vous fait découvrir les professionnels engagés dans l'accompagnement à la parentalité. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à nous laisser les 5 petites étoiles pour soutenir ce podcast. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine écoute.